Bienvenue sur Tempo Foot Anglais, le nouveau podcast francophone qui parle de la Première Ligue. Débrief de la 17e journée avec Chelsea, Liverpool, avec le surprenant Leeds et le toujours plus impressionnant Aston Villa. C'est tout de suite pour notre dernier débrief avant Noël. Avec nous, après avoir parcouru toute la Belgique, le Luxembourg et même peut-être la France, ça y est, il est enfin dans un appartement fixe. Ça y est, dans un studio bien ficelé, on bouge plus. C'est fini les Airbnb, là ça y est, tu t'es bien installé. Hugo Barthélemy est avec nous, journaliste indépendant, notamment passé par l'Essentiel. Salut Hugo. Salut Antoine, ouais pour l'instant je suis installé mais avec les fêtes qui arrivent il y a moyen que ça bouge à nouveau donc ne vous habituez pas trop au décor. Eh bien voilà, si vous écoutez ce podcast, vous ne vous êtes jamais posé la question. Si vous le regardez, soit sur Spotify, soit sur YouTube, eh bien voilà, vous verrez un nouveau décor encore pour Hugo dans les prochaines semaines. D'ailleurs Hugo, tu es tout en bas de ta cam là, j'ai l'impression que tu veux disparaître du cadre. Ah voilà, et regardez qu'il est beau, magnifique. Avec nous également, je vous invite justement à aller voir le podcast vidéo pour admirer son bel accoutrement, notre lutin de Noël, prêt à distribuer des cadeaux pendant cet épisode, Valentin Vallée, journaliste indépendant, passé par Eurosport et ici Savoie. Salut Valentin. Salut Antoine, salut à tous. Bah ouais, j'en profite, hein, c'est la période, je peux le mettre qu'une seule fois dans l'année ce pull, donc c'est maintenant ou jamais. Ah oui, parce que si t'arrives en été avec un pull comme ça, déjà tu vas avoir chaud, et en plus on va te regarder Ouais, bizarre. ça fait un peu bête quand même, ouais. Les petits C'est vrai. sucres d'orge ne sont pas de toutes les saisons. Je suis désolé. Je suis désolé. Mais ça te va très bien, ceci dit. Ah Franchement, merci Antoine. c'est à voir. Une nouvelle fois, je vous invite à vous connecter. Après, je vous laisse tranquille avec la vidéo. Si vous avez vos écouteurs dans les transports ou je ne sais où, ne faites pas le détour. Bon, allez, faites le détour quand même. Allez le voir, mais c'est Ah tout. sauf si Allez. vous êtes au volant. Hein. Ouais, si vous êtes au volant, faites le détour, mais d'abord, Alors on n'est garez-vous. pas responsable. Faites pas le détour sur la route, c'est ça le plus important. Et n'oubliez pas, avec les fêtes, hein, et boire ou conduire, il faut choisir. Allez, c'est tout, on arrête avec la page de prévention, je sais pas ce qui m'est arrivé. ça commence très fort. J'espère que vous êtes bien accrochés, puisque donc c'est notre dernier débrief avant Noël, et notre trio est en forme, j'ai l'impression. On va entamer avec le Newcastle-Chelsea qui a aussi commencé la journée de Première Ligue. 2 buts partout, avec un doublé de Nick Woltemade et 2 buts de Chelsea en deuxième mi-temps. Doublé, pardon, de Newcastle, enfin de Woltemade et Newcastle en première mi-temps. 2 buts de Chelsea en deuxième, avec un coup franc direct de Reece James et un but en solitaire de João Pedro. Il y a eu une mi-temps pour chaque équipe, Hugo. Ouais un match un peu coupé en deux. Newcastle à domicile a commencé tambour battant. Hein. C'était déjà 2-0 au bout de 20 minutes et on s'est dit que ça allait être bien compliqué pour Chelsea, mais dès le retour des vestiaires, Reece James frappe sur coup franc et remet Chelsea directement dans le match. Et là, on comprend que ça va pas être la même, que ça va pas être la même physionomie. Et oui, clairement, il y a eu deux matchs. Il y a eu la première mi-temps en faveur de Newcastle, et il y a eu la deuxième mi-temps vachement plus en faveur de Chelsea. Ouais, justement, tu parlais de ce coup franc de Reece James. Alors, je n'enlève rien à la beauté de ce coup franc. Permettez-moi quand même de parler d'Aaron Ramsdale, qui bon, doit quand même... Oui, alors je sais, il y a Cole Palmer aussi qui peut le frapper, ce coup franc, ils sont deux autour du ballon. Et il met une demi-heure Ah, à il est aller se parfait coucher auprès après de le son ballon, Reece poteau. James, hein. Non, mais il est parfait. Mais il est même pas dans la lucarne, il est à mi-hauteur. Mais c'est vrai que ça Eh fait mais quelques il est matchs qu'on limite l'épingle, plus dur à aller Ramsdale. chercher à cet endroit-là, hein. Parce qu'il retombe vraiment bien, il est au ras du poteau, il est enfin, il est même frappé de manière presque extérieure, du coup il fuit un petit peu le Ramsdale donc Ah oui, j'ai ouais. c'est ce que je me suis dit, au début, je me suis dit: «Bon, Ramsdale, il peut quand même faire mieux», mais au final, en regardant bien, bon, Ah, ah, pas sûr allons qu'il y avait demander quelque chose de mieux à l'avis faire. de notre gardien international, qui va nous trancher ce débat, tiens. Qui va nous dire, Ramsdale fautif ou pas fautif? Compliqué à dire, mais c'est vrai qu'il se Oh fait non mais prendre côté. voilà, et Non, non, voilà, non, il il se fait refait prendre la côté position gardien neutre. et on a envie de dire que c'est comment? Qu'on n'est pas censé se faire prendre de ce côté-là. Mais ça fait quelques matchs qu'on l'épingle, Ramsdale. C'est jamais des grosses erreurs, mais c'est des petites choses où on se dit qu'il aurait pu faire mieux. Et je pense que dès le retour de Nick Pope, le choix sera vite fait pour Eddie Howe.
Ouais, parce que ça coûte des points, mine de rien. Ça relance totalement Chelsea dès le début de la deuxième période. Et donc forcément, derrière, ce but de Joao Pedro, n'empêche, le contrôle orienté, enfin, alors, de la tête, là, pour se débarrasser du Ouais. défenseur. Et je suis content, justement, parce qu'on a dit que Joao Pedro allait peut-être retrouver des couleurs en étant seul en pointe de l'attaque avec l'absence malheureuse de Liam Delap. Et là, il nous prouve qu'il a toutes les qualités. Un do Brasil, comme on C'est aime ça. le voir. En plus, il fait ça sur Malik Thio, hein, qui fait un très bon début de saison, hein. Ah, puis qui est costaud, quand Oui, même, qui est Malik costaud. Thiaw. Aller la passer comme ça, le prendre de vitesse derrière. C'est vrai que c'est, comme tu dis, c'est très brésilien quoi, comme but. Le contrôle orienté de la tête comme ça pour doubler le défenseur, c'est un super but. Et quand on le voit en plus, on se dit que pour Chelsea, enfin pour Newcastle, ça va être plutôt compliqué. Parce que Chelsea semble vraiment être sur une bonne dynamique, mais finalement, ils retrouveront pas le chemin du but. Mais en tout cas, il a bien sauvé la mise sur ce coup. De l'autre côté du terrain, ce duo de crinière blonde qui a particulièrement retenu l'attention de Valentin, Anthony Gordon, Nick Woltemade pour Newcastle. Ah ouais, franchement, c'est mon gros coup de cœur du match. Bon, ça fait quelques matchs quand même qu'Anthony Gordon était bien revenu. Il était blessé au mois de novembre, il était suspendu en début de saison, donc on n'a pas trop vu l'association avec Woltemade. Et là, ouais, on sent qu'ils trouvent leur marque et c'était juste magnifique, c'était un régal à voir. Enfin, dire, Gordon sur son côté gauche, il fait des différences, magnifiques et puis il a sa patte là qui lui permet de centrer et de trouver Woltemade dans plein de positions et ouais, les 2 ils se trouvaient vraiment super bien. Bah, Woltemade, voilà, auteur d'un doublé, c'est pas pour rien et pour moi, c'était les 2 meilleurs joueurs, côté Newcastle, Toujours bien placé, hein, et puis Woltemade, hein. ouais, toujours bien placé. En fait, il fait les bons appels et puis en même temps, Gordon est capable de lui mettre, bah, de partout quoi. On a l'impression de le lancer en profondeur, de le trouver, la tête surtout et bah, ça fait mouche là sur ce match et je pense que dans les prochains matchs, s'ils continuent à jouer ensemble, d'évoluer, ensemble, de trouver encore plus d'automatisme, ça risque de faire très, très mal. Ça aurait pu ne pas rester à 2 buts partout ce match parce que Woltemade a raté notamment la balle du triplé en première période. Garnacho a aussi vendangé devant les buts. Pour ton plus grand malheur, Valentin, le nouveau fan d'Alejandro Garnacho. Euh, mais voilà, il y a eu quand même un petit peu, il y a un peu de gâchis devant les buts. Ça aurait pu ne pas rester à 2 buts partout. Tandis que justement, il y a eu des superbes inspirations, notamment celle dont on a parlé, celle de Reece James. Hugo qui revient vraiment à un niveau énorme depuis son retour de blessure. Il n'a que 26 ans, Reece James, on se disait ça en préparant l'émission. Il n'a que 26 ans, mais on a l'impression qu'il c'est déjà un taulier de cette équipe finalement. Ah oui, bah oui, c'est ce qu'on se disait, mais il a commencé tellement jeune qu'on a l'impression qu'il est là depuis toujours dans cette équipe de Chelsea. Et puis, bah, tu le dis, c'est devenu un taulier, c'est devenu le patron un peu de cette équipe. Il y a clairement un Chelsea avec et sans Reece James. Et on se demande si les années compliquées, les années précédentes compliquées n'étaient pas dues aux longues absences de Reece James, qui semble enfin sorti d'affaire, hein. Là, il enchaîne depuis le début de saison. Il me semble pas qu'il ait manqué de match. Et vraiment, enfin, il a un impact énorme et qu'il soit là comme il a commencé le match, c'est-à-dire au milieu de terrain ou en latéral droit, qui est son poste de formation, où il a d'ailleurs terminé le match. Il est vraiment bon, il match avec tout le monde, c'est-à-dire que ce soit avec Caicedo, avec Enzo, avec Palmer, il est vraiment, il arrive à adapter son jeu et oui, c'est vraiment le patron de cette équipe parce que en s'adaptant à tout le monde, bah, il fait bien jouer tout le monde et ça c'est vraiment essentiel pour Maresca. Je pense que voilà, il pourra plus passer ce Rhys James et du coup on espère pour les Blues que bah, les blessures, les vieux démons de Rhys James ne reviendront pas. C'est vrai que C'est Oui, Valentin. une belle idée, non, je voudrais juste aller dans ton sens. C'est une belle idée de Maresca, de l'avoir, positionné un peu plus haut parce que c'est vrai que, bah, comme tu l'as dit, Reece James, son poste, voilà, de prédilection, de formation, c'est quand même plus latéral droit et bon, maintenant ça paraît naturel de le voir au milieu, mais il y a un an, c'était quand même pas inné, on va dire et au final, bah, il est capable aussi bien d'être dangereux, offensivement, comme on l'a vu aujourd'hui, enfin, ce week-end, pardon, sur coup de pied arrêté ou même de trouver, des bonnes passes, d'être décisif et aussi de sauver, Chelsea défensivement donc il abat un boulot terrible et je trouve que son positionnement au milieu de terrain, c'est vraiment, une chouette et belle idée, ouais. Ouais, une sacrée polyvalence et ça permet aussi de compenser. C'est pas le plus rapide des latéraux quand il joue sur le côté
Et c'est vrai que quand on met un Malo Gusto sur le côté droit, qui a tendance à beaucoup se projeter, donc finalement Reece James revient aussi couvrir de temps en temps, mais ça permet aussi un peu de compenser cette vitesse, parce qu'on sait que les ailiers de Première Ligue, ça va quand même à 10 000 à l'heure. Et ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'était d'ailleurs ce que j'allais reprendre, Val. Pour moi, c'est une excellente, enfin une très belle trouvaille, devant la défense. Oui, Hugo. Ouais, en plus, cette polyvalence, c'est utile parce que bah, là, on l'a vu, Gusto sort, il était, je pense, aussi en partie aussi parce qu'il était averti, puis il faisait clairement pas son meilleur match de la saison. Mais du coup, il fait monter Enzo Fernandez qui rebascule au milieu de terrain. Du coup, Reece James peut repartir à droite. Donc, ça, clairement, cette polyvalence, elle aide aussi tactiquement Maresca parce que bah, il peut adapter son jeu en fonction comment. Enfin, voilà, Reece James, il sait qu'il peut bouger Reece James de manière assez libre sur le terrain sans le perturber lui et du coup faire monter au jeu un peu qui il veut. Eh bien, ça a bien fonctionné, en tout cas en deuxième période pour les Blues, qui sont donc revenus à 2 buts partout. Bon, il y a eu un petit essoufflement ces dernières semaines quand même pour Chelsea, qui reste toutefois à la 4e place, désormais à 10 points Arsenal quand même, hein. Ça s'est creusé très vite. 29 points pour les Blues, 39 pour le leader, mais Chelsea pour l'instant toujours dans le top 4, synonyme de qualification à la Ligue des Champions. Enfin, on en est bien loin, de tout cela. On a parlé d'un neuf qui avait réussi du côté de Newcastle aussi ce week-end, donc Nick Woltemade. On va parler d'un autre neuf qui fait mentir un petit peu nos précédentes sorties sur Leeds, j'ai envie de dire. Euh, Grosse victoire d'abord de Leeds face à Crystal Palace ce week-end, 4 buts à 1. Palace qui était en plus 5e avant la rencontre, donc d'où la grosse victoire. Et donc, doublé de Dominique Calvert-Lewin. Avant ça, Valentin, c'est une victoire quand même qui est très précieuse, d'autant que Leeds est bien payé. Bon, faut le dire, Leeds est bien payé sur ce match. Ouais, ouais, il est bien payé parce qu'on regarde le score 4-1, bon, on se dit: «Bon, voilà, offensivement, ça tournait bien, ils ont eu plein d'occasions» ou voilà. Quand on regarde le match, bon, voilà, on est un peu plus mesuré parce que, bah, les 4 buts qu'ils mettent, c'est sur, coup de pied arrêté. Il y a Les 2 aucun, pro il y a aucun joli but, il y a hein, aucun pardon, but mais dans le jeu, ouais. 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 Ah, c'est ça, c'est les 2 premiers, c'est des touches longues d'Ampadu, qui ont abouti, sur, bah, les 2 buts de Calvert-Lewin. Et puis le 3e, c'est Ampadu lui-même à la suite d'un corner et le 4e, bah, c'est, Star, sur coup franc. Ah oui, si, pardon, ouais, Heu, le but de Star, oui, celui-là, il est pardon, beau. pardon. Oui, Celui-là, il oui, est beau. je l'ai Non, non, oublié. celui-là, il est beau, mais c'est vrai que bon, si on enlève les coups de pied arrêtés, bah, Leeds, est-ce qu'ils sont capables de mettre un but dans le jeu? Bah, on n'est pas plus avancé, quoi. Donc c'est vrai qu'il faudra trouver quand même d'autres solutions offensives, sur les prochains matchs. Tant mieux pour eux parce qu'ils prennent des points et qu'ils en ont besoin. Mais bon, en tout cas, nous, en tant que spectateurs, bon, on restait un petit peu sur notre faim, c'est sûr, parce que, ouais, des buts comme ça sur touche longue, bon, après ça dépend les goûts de chacun, hein, mais c'est vrai que je suis pas le plus friand de ces buts-là. Le contrat est fait, enfin le contrat est rempli totalement. Après, gagner face au 5e en mettant 4 buts, c'est quand même, c'était inespéré. Enfin, on n'attendait pas Leeds vainqueur de ce match avec 3 buts d'avance. Non, non, enfin, c'est sûr que contre Crystal Palace, qui était, 6e, de première ligue avant ce match, voilà, sur le papier, Leeds, ils sont pas favoris. Mais voilà, je trouve qu'en tout cas, à Elland Road, ça peut devenir une forteresse aussi dans les cette saison. Ils ont perdu que 2 matchs face à Tottenham et face à Aston Villa et ils restent sur une victoire, face à Chelsea notamment, bah, là, celle-ci face à Palace et oui, en tout cas, c'est une équipe très difficile quand même à bouger, encore plus chez eux du coup et c'est sûr que les déplacements à Elland Road, ouais, seront compliqués pour leurs, futurs adversaires et comme tu l'as dit, le contrat est rempli. Ce qu'ils cherchent à faire à domicile, c'est prendre des points, qu'importe la manière. Donc ils l'ont fait, ils le feront, dans d'autres matchs, c'est sûr et pour eux, ça leur va. Je vous rappelle ce dont on avait parlé sur Leeds il y a quelques semaines, au moment où Daniel Farke sentait une petite menace au-dessus de sa tête. Au même moment qu'Arne Slot, d'ailleurs, les deux sont encore là, fin décembre, alors que c'était fin novembre, hein, déjà, ou même mi-novembre. Il y avait eu des premiers remous. Mine de rien, Leeds avait ce rythme
de 1 point par match environ. C'était ça, 1 point par match si on calculait le nombre de journées, le nombre de points. Eh bien, après 17 journées, Leeds est à 19 points. Et mathématiquement, les dernières équipes qui ont fait ça, enfin celles qui avaient 1 point par match, se sont toujours maintenues ces dernières saisons. Donc, c'est un rythme qui pourrait permettre aux Whites de se maintenir. D'autant que il y a eu aussi un gros enchaînement. Il y avait eu Chelsea, il y avait eu City de suite. Donc il y a des... Enfin voilà, Leeds a fait une première partie de saison. On est quasiment à la moitié de saison. On est à la moitié de saison même, non? Je ne sais plus. 19, 38, non, on n'est pas encore à la moitié de saison, pardon. Mais en tout cas, Leeds a fait une première partie de saison sérieuse. Et je ne vois pas Daniel Farke menacé tant enfin voilà, ils se sont bien replacés. Ce sera Sunderland et Liverpool les 2 derniers matchs de la mi-saison. Ce sera pas évident non plus, mais en tout cas, même avec 19 points en 19 journées, ce serait rempli. Tu l'as parlé, tu t'en as parlé, Val, ce but d'Anton Starr, aussi excellent. Je sais que Hugo nous en avait parlé il y a quelques semaines d'Anton Starr. Il y a ce doublé donc de Dominic Calvert-Lewin. Nous en avions parlé. J'avais aussi été, je l'admets, très critique envers Dominic Calvert-Lewin, qui depuis la saison du Covid n'avait plus rien fait à Everton et cherchait du rythme, hein, lui qui avait été aussi, qui n'avait pas été épargné par les blessures. Et là, la mayonnaise, en l'occurrence, prend à Leeds, et elle prend avec même toutes les recrues, Hugo. Ouais, c'est ça. Cet été, c'était 11 recrues, si on exclut les joueurs qui sont montés de l'académie, qu'on va pas vraiment compter comme des recrues. Et enfin voilà, il y a quand même beaucoup de satisfaction. Je pense que Lucas Perry dans les buts, il apporte satisfaction. On se souvient des saisons précédentes en première ligue avec un Ilan Meslier qui était quand même Attention parfois à ce sur que tu courant dis sur Elan alternatif. Meslier. Attention. Non, mais il pouvait être sur courant alternatif. Je me souviens d'une des saisons où Leeds se maintient. C'était un des gardiens avec le plus d'arrêts. Enfin, je pense que c'était le gardien qui avait eu le plus d'arrêts sur la saison de première ligue. Après, fatalement, quand on joue le maintien, on en a plus à faire. Mais qui avait quand même fait des bonnes performances, mais qui voilà, pouvait avoir des errances. Lucas Perry, il l'a prouvé aussi en Ligue 1, c'est un très bon gardien. Je pense qu'il y a Yaka Biol hein, en défense centrale, arrivé de l'Udinese, il avait même marqué contre Chelsea, et qui franchement apporte beaucoup de stabilité dans cette défense à 3. Et puis bah, en attaque, on l'a dit, hein, Passeur Dominic décisif, déjà. Calvert-Lewin. Là. Pardon, Ouais, je ouais, viens de sur un débarquer. sur un des corners, il me semble que la déviation de la tête vient de lui. Et puis bah, tu l'as dit, en attaque, Calvert-Lewin, c'est 6 buts sur les 5 derniers matchs, il me semble. Ouais, 6 buts sur les 5 derniers matchs. Il a marqué à Ouais, chacun c'est des ça. 5 derniers matchs et 7 cette saison. Ouais, c'est ça. Et puis aussi, Enmecha, on en avait parlé. Là, il est blessé, mais il avait été plutôt bon. Donc, son retour pourrait aussi faire beaucoup de bien et apporter une autre solution. Noah Okafor est très bon. Anton Stark, on en a parlé. Lui aussi, arrivé d'Hoffenheim, qui apporte satisfaction. Gudmundsson, je trouvais déjà très convaincant au LOS, qui continue ses belles performances. Non, je trouve le mercato a été intelligemment fait et les additions qui ont été faites à l'effectif, bah, elles marchent bien avec ce qu'il y avait déjà là. Sachant qu'il y a aussi Sean Longstaff hein, qui est blessé depuis un petit moment, qui était arrivé depuis Newcastle et qui pourrait aussi faire beaucoup de bien à cette équipe parce que bah, on connaît toute la qualité et toute l'expérience de Sean Longstaff en première ligue. Donc franchement, quand on voit les joueurs qui manquent, enfin, les 2 joueurs qui manquent, c'est-à-dire Nmecha et Longstaff, on se dit qu'en plus, ils peuvent être encore meilleurs comment les joueurs de Leeds. Oui, cette équipe a été bonne, mais aussi très réaliste, hein, à l'image de ce week-end, justement. Et je sais pas si vous avez vu passer ce graphique sur... Je reparle de Dominique Calvert-Lewin, parce que je fais un peu une fixette maintenant que j'ai mal parlé de lui, je voudrais pas... mais je sais pas si vous avez vu ce graphique où il a marqué, en fait, ses 7 buts, vraiment entre le point de penalty et la ligne de but. Tous dans l'axe, vraiment, c'est tous au même Ouais, sur une endroit. ligne droite. C'est typique. Je râlais où on avait plus de vrais neufs opportunistes qui savent marquer de la tête, qui savent se placer dans la surface. On a parlé de Voltemade juste avant, qui est plus polyvalent, mais qui sait aussi très bien profiter de ces situations. Dominique Calvert-Lewin, pour le coup, est un pur neuf de surface avec Un vrai quasiment renard des une surfeurs. dimension. Ouais, voilà, quasiment une dimension.
Ah ouais, les fans anglais réclament même à Thomas Tuchel de le prendre en équipe d'Angleterre. Je pense pas qu'on ira jusque-là, mais... Je, je ne sais. Ouais, je serais content pour lui hein, en Ah, tant que. sur une fin de match, après qu'Harry Kane ait fait son match, pourquoi pas, hein. C'est un profil après qui est. Oui, alors Harry Kane est tellement bon en fait dans son rôle qui semble Oui, mais en difficile supplément à. sur une fin de match ou un match à élimination directe, voilà, comme tu dis, c'est ce joueur qui traîne dans la surface et qui à tout moment Qui pèse sur les peut défenses faire aussi, tourner. qui. Ouais. Ouais, il peut faire tourner un match dans le bon sens. Et ça a été le cas notamment ce week-end avec donc ce doublé. Allez, c'est fini avec DCL, je me réconcilie avec lui. Et en l'occurrence, pour Palace, ça n'a pas tourné dans le bon sens et c'est la 3e fois en 5 matchs de Première Ligue que les Eagles s'inclinent. Crystal Palace qui s'essouffle un petit peu après avoir été une vraie bonne surprise du début de saison, Valentin. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, pour rester dans le débat là autour des numéros 9, c'est vrai que, à l'inverse de Dominic Calvert-Lewin, Jean-Philippe Mateta a eu un peu plus de mal Attention, un ancien et lyonnais, ne dis pas de mal. Hein. non, 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 je vais pas dire de mal, mais c'est vrai que c'est une des rares fois quand même où il a été, bah, même remplacé avant la fin du match. C'est rare quand même qu'il sorte avant la fin du match et oui, bah, c'est à l'image de Crystal Palace qui, je trouve, s'essouffle un peu. Comme tu l'as dit, ils avaient fait une très bonne entame de championnat. Et là, en la coupe d'Europe, en certains matchs où ils ouais, où ils ont perdu, bon après voilà, on peut pas leur en vouloir, ils ont perdu face à Arsenal notamment, face à Manchester United, mais ils ont quand même connu quelques défaites et face à Manchester City aussi et bah, ils jouent ce soir d'ailleurs en aux quarts de finale, hein, DFL Cup avec, face à Arsenal, encore une fois et je Donc trouve qu'ils se hier perdent un soir, hein, peu pour. entre Non, 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 Ah non, ce soir. Ah, le pardon, soir du ce podcast. soir, ce Bon, soir, et oui, il Antoine a est. du mal, il est en plein décalage horaire, c'est pour ça. C'est le jet lag du nord à Paris, pardon. Oui, oui, oui. Non, mais voilà, je veux dire, en tous ces matchs, qui se cumulent pour Crystal Palace, j'ai l'impression qu'ils arrivent pas trop à gérer, tout cet enchaînement et que, bah, leur force de début de saison s'essouffle un peu. Peut-être qu'aussi les joueurs, restent, globalement le même 11, j'ai envie de dire, est-ce que finalement ils payent pas, un peu ça? Est-ce qu'ils arrivent pas un peu cramés à l'approche des fêtes Et et ce Ismail serait un Assar, petit peu ouais. inquiétant? Sans Ismail Assar devant, ouais, c'est sûr Puis que. attention, parce qu'avec le mercato d'hiver, on sait que beaucoup de clubs ont des vues sur certains de leurs joueurs, hein. On parle de Gueye à Liverpool, on parle de beaucoup de clubs qui aimeraient bien avoir Wharton dans leur entrejeu. Attention à ce qu'il se fasse pas en plus déplumer sur ce mercato d'hiver, hein. Ouais, le phénomène Crystal Palace du début de saison, voilà, retombe un petit peu. Après, c'est logique, on ne les attendait pas si haut, surtout que les Eagles avaient été dépouillés lors des derniers mercatos. Après, ils étaient quand même sur une grosse dynamique, hein. Ils avaient été chercher la FA Cup, ils avaient battu Liverpool en Community Shield. C'était quand même une demi-surprise parce qu'on voyait qu'ils arrivaient dans cette saison de Première League comment une équipe qui avait très peu changé, mais on savait que c'était une équipe qui marchait, une équipe qui Qui savait fait jouer rêver quand ensemble. même. Oui, c'est vrai que tu perds Ebrick Eze, mais je veux dire, l'ossature était quand même là, même si c'est vrai que tu perds ton créatif, mais il y avait quand même des signes qui montraient que ça allait être que ça allait potentiellement être une très belle saison pour Crystal Palace, qui allait enfin voilà, aller chercher les premiers trophées depuis plus personne ne se souvenait des derniers. Et, et voilà, on sentait qu'ils étaient sur une bonne dynamique. Et ça s'est vérifié en début de saison. Il y a encore pas si longtemps, ils étaient très proches du top 4. Là, il y a quelques contre-performances qui les en éloignent, mais va falloir voir comment ils vont gérer l'enchaînement des matchs avec la Coupe d'Europe, c'est leur première fois. Comment ils vont gérer justement ce mercato d'hiver? Est-ce qu'ils vont peut-être se renforcer, quitte à même, pourquoi pas, perdre des joueurs importants, mais va falloir voir comment ils vont gérer ça. J'avais peur que le feuilleton de la Coupe d'Europe, vous l'avez suivi cet été, où Crystal Palace a été interdit de jouer l'Europa League parce que les règles de la multipropriété avec l'OL et le groupe de John Textor, bon, c'était un peu alambiqué. J'avais peur que ça plombe un petit peu le bon état d'esprit dans lequel était encore Crystal Palace. Et finalement, ça ne l'a pas plombé, en tout cas jusque-là. Enfin, jusqu'aux dernières journées. Et j'aurais bien aimé les voir même dans cette C3 pour voir à quel niveau ils sont vraiment sur le plan européen. Parce que, bon, c'est une équipe qui est plaisante à voir jouer et qui, même si elle risque de rentrer un petit peu dans le rang, sera toujours une bonne équipe anglaise sur laquelle on aime bien se brancher les week-ends.
Messieurs, partons sur les bords de la Mersey, tous ensemble, pour notre point habituel. J'ai envie de dire, c'est l'équipe dont on a le plus parlé cette saison. Et c'est l'équipe dont la presse anglaise parle également le plus cette saison, Liverpool, où il se passe énormément de choses. Victoire 2-1 ce week-end à Tottenham, avec des buts de d'Alexander Isak d'abord, et d'Hugo Ekitike pour Liverpool, un but de Richarlison pour Tottenham. Je suis obligé de le souligner, me regarde pas comme ça, Hugo. Un but inutile, comme souvent, pour Richarlison. Un but inutile, pas tant que ça, parce que le scénario aurait pu tourner quand même. Hein. Et surtout qu'il vient de rentrer. Oui, c'est vrai que c'est parce que j'ai vu un post qui disait que la célébration préférée de Richarlison, c'est de reprendre le ballon dans les filets pour vite rejouer, parce que généralement, c'est vrai qu'on voit souvent faire ça. Voilà, j'ai bien compris que vous vouliez me descendre ce soir, donc allez, enchaînons. les Reds, quand même, là, pour le coup, gagnent sur un fil, alors qu'ils ont joué à 11 contre 10 pendant 1 heure, après l'expulsion de Xavi Simons, à 11 contre 9, même en fin de match, avec celle de Cristian Romero. Et malgré ce scénario qui était largement à la faveur de Liverpool, qui en plus avait ouvert le score et avait inscrit le deuxième but, c'était chaud, Hugo. Ouais, c'était chaud. Ça a été un match assez compliqué pour les Reds, où on a aussi vu que tactiquement ça se cherchait. Le système, j'ai l'impression qu'il a changé 4 fois sur le match. Alors c'était aussi au gré de certaines blessures, mais finalement ils s'en sortent par l'intermédiaire de leurs 2 buteurs. Alors on sait que pour Isaac le destin est plus tragique puisqu'il se blesse sur son but. Et franchement ça faisait du mal à voir, parce qu'on a tout rapidement su que c'était sérieux, parce que généralement quand on marque, même si on s'est fait un peu mal, on célèbre quand même. Et là vraiment il est resté au sol. Mais ouais, comme tu dis, en plus, rapidement réduit à 10, Tottenham. En plus, ils perdent leur milieu créatif, et du coup, derrière, il n'y a vraiment pas eu grand-chose du côté de Tottenham, d'un point de vue du jeu. Il y a une stat qui est sortie, c'est que depuis le début de saison, Tottenham a réussi 7 passes en profondeur. C'est-à-dire à peu près une tous les 2 matchs. Pour vous donner une idée, une équipe comme Arsenal tourne aux alentours des 60, Man United 55, et ça c'est juste des passes en profondeur réussies, c'est-à-dire que quelqu'un l'a pris, ça ne veut pas dire que ça donne une occasion de but derrière. Donc, c'est pauvre. Hein. Oui, en créativité, ce milieu de terrain, il y a de la qualité, c'est-à-dire Bentancur, Pape Matar Sarr, c'est des bons joueurs, mais c'est pas des joueurs créatifs. Bissouma C'est Xavi Simons qui doit l'apporter, qui a mis du temps à se mettre en route. Mais on disait dans les derniers débriefs qu'il commençait justement à trouver de la confiance, ce genre de choses. Et là, il sort sur un carton rouge que certains jugent sévère au bout de 30 minutes. Parce que bon, on voit qu'il veut pas faire mal, mais bon, le fait est que le pied se retrouve quand même. La semelle est là en quand entier, même. Hein. La semelle est là sur le talon. Ouais. C'est ça. Donc je pense quand même que ça méritait une sanction. Et voilà, sans Xavi Simons, c'était une nouvelle fois très compliqué pour Tottenham. Parce que je pense que c'est une des équipes les moins belles à avoir joué cette saison, si ce n'est peut-être Wolverhampton, qui a plus de passes en profondeur qu'eux, ils sont à 12, il me semble. Mais voilà, c'est très compliqué, Tottenham, dans le jeu. Et oui, il faut un 10 dans cette équipe. Xavi Simons n'a pour l'instant pas apporté pleine satisfaction. Et quand James Maddison n'est toujours pas sur le retour, à voir si les Spurs vont bouger sur le mercato d'hiver. Mais il y a déjà beaucoup d'argent qui a été dépensé cet été. Peut-être que Kulusevski pourrait faire du bien aussi, mais il est aussi toujours out. Il manque du monde. On a l'impression que c'est l'éternel recommencement à Tottenham. C'est les blessures plombent l'équipe, comme la saison dernière. Même s'il y a un titre de champion d'Europe à la clé, mais on connaît les circonstances. Voilà, on a du mal à voir cette équipe de Tottenham se sortir de cette situation, parce que le jeu n'apporte pas grand-chose, quoi. Oui, puis entre les blessures, les suspensions, les 2 joueurs à la canne, Bissouma, Matar Sarr, là pour le prochain match, alors il y a eu l'entrée de Joao Palhinha, mais Bergvall... c'est pas très créatif non plus, Palhinha. Oui, non, Palhinha c'est plutôt défensif. Bergvall, ses dernières sorties sont vraiment pas bonnes, on va pas se mentir, sont vraiment c'est dommage, pas bonnes. Parce que c'était encourageant ces débuts, hein, je trouve. Ces débuts la saison dernière, où il y a 2 saisons, ont été plutôt encourageants, je trouve, mais là, ouais, c'est pas exceptionnel. Non, il apporte rien de particulier. En plus, il joue un peu sur le côté maintenant. Donc Archigray, pareil, ne montre défensif, pas hein. grand-chose. Bah oui, voilà, il manque vraiment ce liant entre
cette flopée d'attaquants et ce milieu de terrain. Et ça ne prend pas du tout à Tottenham, c'est le moins qu'on puisse dire. Du côté de Liverpool, Valentin, on a enfin alors, il y a eu la victoire à l'arraché face à cette équipe qui n'est pourtant pas très reluisante de Tottenham, on l'a compris. Et en plus, on a envoyé des joueurs à l'infirmerie, avec notamment une longue absence à venir pour Alexander Isak, blessé à la cheville et victime d'une fracture du péroné. Et ouais, et même opéré là, aux dernières nouvelles, donc c'est sûr que, bah, Isaac, il sera pas là pendant de longs mois. Mais il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres, bon Salah, on le sait, il est à la CAN, mais il y a d'autres blessés, notamment sur ce match, il y a Connor Bradley qui est sorti. Donc ça a obligé, Arne Slot à faire redescendre une nouvelle fois Szoboszlai, en tant qu'arrière droit et donc à faire encore du bricolage. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de blessés, hein. En défense, bah, il y a Joe Gomez, il est encore blessé, le jeune Giovanni Leoni, il est aussi blessé et en attaque, bah, il y a Isaac, on l'a dit, il y a Gakpo aussi, donc c'est un peu l'hécatombe à Liverpool et c'est inquiétant. Alors on parlait notamment du mercato peut-être de Semenyo, mais Semenyo, il est annoncé, une fois à droite, une fois à gauche et c'est d'ailleurs plus Manchester City et United qui pour l'instant, semblent, bah, bien partis pour, l'accueillir en janvier. Valentino Romano, Donc là, attention. Il nous a sorti les scoops. ouais, non, non, bah, après c'est ce qu'il dit, je j'ai pas, here we go, officiel, hein, du Non, mais tout. on sait que tu Mais traînes dans les couloirs à l'Etihad Stadium et à Old Trafford. Voilà. Et en plus, juste, je viens de voir, mais Szoboszlai sera suspendu pour accumulation de cartons jaunes au prochain match. Eh ah ben, bah, oui, bah, en plus, voilà, une solution de moi parce que c'est vrai que c'est souvent Szoboszlai qui Ah, qui faisait il en office a bouché de des trous cette saison ah, dans c'est cette ça. équipe de Liverpool. Ouais, ouais, il dépannait une fois au milieu, une fois en attaque, une fois en défense, il faisait un peu tout. Il était bon en plus de partout, mais au bout d'un moment, ça va pas pouvoir faire pour Liverpool donc ouais, c'est une victoire qui a un goût amer quand même, parce que oui, comptablement, il y a 3 points, mais dans le jeu, on l'a dit, ils sont pas rassurés et bah, ils en sortent, affaiblis en plus donc ouais, pas une très bonne opération. le banc déjà contre Tottenham était assez effrayant parce que autour d'Alexander, donc il y avait Isaac Frimpong, Chiesa Robertson, en plus de Mamardashvili. Derrière, il y avait Nyoni, Ramsey, Lucky et donc Rio Ngumoa, qui sont 4 jeunes qui n'avaient a priori rien à faire là, en tout cas dans cet effectif pro cette saison. Là, il va falloir s'activer peut-être, mais enfin là, il va falloir s'activer sur le mercato hivernal. Il n'y a pas le choix en fait. En plus, là, quand on voit enfin, notamment le secteur défensif, où la Bradley s'est blessé, on se demande presque pourquoi ils ont laissé partir comment, le jeune Vandenberg, là, qui est devenu titulaire incontestable à Brentford, qui était enfin voilà, qui traînait à Liverpool depuis quelques saisons, qui jouait entre l'académie, entre la A, il avait très peu de minutes en A, il est parti. Et là, on se dit que bah, c'est le genre de profil qui ferait du bien. On a l'impression que l'effectif, il a été un peu trop dégraissé, hein. On a laissé partir un peu trop de monde par rapport à ce qui arrivait. On a aussi le départ de Luis Diaz au Bayern. Luis Diaz qui apportait une polyvalence, hein. Il pouvait jouer à plusieurs postes aussi. Et ouais, là, quand je regarde les rumeurs de transfert sur Transfermarkt, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais les rumeurs de transfert autour de Liverpool, la liste est quand même assez exceptionnelle parce que franchement, j'ai l'impression on sent qu'ils ont besoin d'acheter des joueurs parce que la liste est vraiment longue. Donc, à voir ce qui va se concrétiser, mais on sent Après que un du tel côté de mercato, Liverpool, quoi. Après un mais tel c'est ça qui est mercato étonnant, estival, ouais. c'est ça qui est un aveu de faiblesse. Parce que généralement, quand on bouge au mercato d'hiver, c'est un aveu de faiblesse. Parce que c'est rare qu'on fasse, qu'on fasse un transfert vraiment prémédité au mercato d'hiver. Et c'est rare d'ailleurs que les coups au mercato d'hiver marchent vraiment bien. Si, si ce n'est. Voilà, le seul souvenir que j'ai d'un très bon coup au mercato d'hiver, c'est peut-être Kvara la saison dernière, hein. Mais c'est quand même rare de faire ce genre de coup. Donc, c'est quand même rare de faire ce genre de coup au mercato d'hiver. Donc, à voir ce qu'ils vont réussir à faire. Oui, on parle beaucoup de Semenyo, mais comme Val disait, on a l'impression que Semenyo, toute l'Angleterre enfin, oui, toute l'Angleterre le veut. Et ils sont beaucoup de clubs à vouloir à être prêts à s'aligner sur un prix assez élevé. Mais ouais, à voir ce que va faire, Liverpool, sur quel poste il faut bouger. Il faut bouger au milieu de terrain, il faut en défense, en Partout. attaque. Et est-ce De qu'il y en a même partout. qui vont partir? Voilà, on avait évoqué le départ de Mohamed Salah. Est-ce que ça va se faire ou pas finalement? Parce qu'il est dans les rumeurs de départ et il y a des départs de Mohamed Salah. Donc, il
va falloir voir, va falloir voir comment l'effectif évolue du côté de Liverpool, sur ce mercato de janvier. Le Ju feuilleton juste, oui? un retour, quand même, Frimpong qui est revenu depuis quelques semaines et son retour va peut-être faire du bien, il tombe à pic parce qu'il a joué du coup quelques minutes, ce week-end. Il a été plutôt bon quand même pour une reprise et bah, lui, typiquement en arrière droit, c'est son poste donc Et il a typiquement aussi la c'est un retour polyvalence qui de peut pouvoir faire du jouer bien. plus haut. Mmh. Ouais. Bon, le feuilleton Liverpool à suivre au prochain épisode, qui sera donc lundi prochain, ne ratez pas, lundi 29 décembre, puisque avec les fêtes, on vous reprend entre les deux journées, entre la journée du Boxing Day et celle de la fin d'année civile. On enchaîne avec le dernier match de ce débrief. C'est le final en apothéose de cette journée de Première Ligue. On les a pris un peu en ordre chronologique d'ailleurs cette semaine, j'ai l'impression. On est monté graduellement, on a suivi un peu l'ordre du week-end. Aston Villa qui s'est imposé 2-1 face à Manchester United. Un but pour United. Aidez-moi, je ne sais plus qui a marqué le but de United. C'est Matheus Cunha. Bah oui, Matheus Cunha. En plus, nous allons en parler. Mais de l'autre côté, Hugo, ce fantastique doublé de Morgan Rogers, comme dirait un grand philosophe. Je vous avais dit quoi, Hugo? Morgan Rogers, exceptionnel. Exceptionnel, sur ce match, mais depuis quelques semaines, hein. Ça fait quelques semaines là qu'il porte Villa sur ses épaules et là, en plus, il nous a gratifié de 2 buts magnifiques, sous tous les angles, même sous l'angle de la revcam qui est rarement utilisée, mais là, sur les 2 buts, c'était parfait. Merci à monsieur l'arbitre de s'être bien placé. Non, franchement, là, on regarde ses dernières performances, face à West Ham, il avait aussi mis un doublé. Face à Arsenal, il avait été bon. Face à Brighton, il avait été bon. Enfin voilà, on a vraiment retrouvé Morgan Rogers qui était pas en confiance sur le début de saison. Et là, c'est un des meilleurs. Enfin voilà, il le prouve à nouveau. C'est un des meilleurs joueurs de Première Ligue dans une des meilleures équipes de Première Ligue. C'est ça aussi qu'il faut noter, c'est que Villa, il s'inscrit vraiment dans le haut du tableau. 10e victoire consécutive. Il y a des gens il y a des supporters de Manchester United qui aimeraient bien ça pour pouvoir aller chez le coiffeur, mais Pauvre Franck Aillet. mais non, mais voilà, ça montre la dynamique qu'a cette équipe et bah, Morgan Rogers en est l'exemple parce que bah, il est tellement confiant qu'il peut tout tenter et tout réussir et il a encore montré de magnifiques frappes enroulées et surtout la première quoi, elle est somptueuse, la Mons peut rien faire et elle sort de nulle part. Enfin voilà, même les commentateurs sont surpris parce que quand ça part, on se demande un peu ce qu'il fait et puis quand on voit où ça atterrit. On se dit que c'est le genre de gestes qui font basculer un match et on se demande vraiment comment United va s'en sortir à ce moment-là, même s'ils réagissent très vite. Mais on sentait bien que tout allait réussir à Morgan Rogers dans cet après-midi. C'est simple, entre le 23 novembre et le 22 décembre, donc à un mois, Morgan Rogers en Première Ligue a inscrit 6 buts et délivré 2 passes décisives sur les 7 buts et 3 passes décisives cette saison. Alors, ça ne se résume pas qu'aux stats, mais ça en dit long. 3 doublés, dont 2 sur les 2 derniers matchs. Et encore une fois, c'est devenu... Il a repris le relais un petit peu. Oli Watkins avait repris fort et a redescendu un peu en pression. Et Morgan Rogers a pris le relais de cette attaque de Villa. C'est ça, sa saison dernière était déjà exceptionnelle avec 14 buts, 13 assists. Et franchement, là, s'il garde le rythme, il est parti pour faire mieux, aussi bien, voire mieux. Donc franchement, toujours aussi impressionnant. Là, enfin, c'était toute compétition confondue, hein, la saison dernière, les 14 buts, 13 assists, hein, c'était avec l'Europe. Mais, Elle mais oui, forme, comme je dis, là, il est parti pour garder le même rythme. elle forme bien cette académie de Manchester City, non? Parce que entre Cole Palmer et lui qui sont partis maintenant et qui nous font le petit call à chaque but là, vous imaginez quand même que à City on aurait pu retrouver Palmer et Rogers. Alors je sais pas s'ils auraient explosé forcément comme ils le font maintenant, mais imaginez une équipe de City où vous rajoutez ces deux mutants là, ces deux Anglais, Ouais, ça aurait c'est été deux parmi fantastique. tant d'autres, hein. On peut citer, bon, Sancho, il s'est un peu égaré, mais le Sancho du Borussia, franchement, c'était quelque chose. Il y a beaucoup de joueurs qui sont sortis de l'Academy City, pas à Manchester City, et qui sont très convaincants. Et il en fait partie, Morgan Rogers. Valentin, de l'autre côté, il y a un homme aussi qui s'est mis en valeur dans le dernier match de cette 17e journée. C'est Matheus Cunha qui a profité de l'absence de Brian Mbeumo, parti pour la CAN, pour inscrire un but et peser sur l'attaque de Manchester United. Ouais, c'est ça, je vais retenir pardon son apport offensif. Alors c'est sûr que bon, son but, il le marque, il est
voilà, il est chirurgical, il profite d'une erreur de Matic très clairement, pour aller Ça se marquer, paye cash. mais ça se paye Ne, cash. ne me laissez pas Elle encore est comme belle ça. celle-ci, bravo, bravo. Non, je vais au soutien de mon attaquant, il y a pas de souci. Merci. Mais mais oui, oui, non, Matheus Cunha vraiment, grosse satisfaction, dans les rangs de Manchester United. On en parlait avec Hugo, mais c'est un de ses meilleurs matchs, de la saison, sans aucun doute. Il a pesé et au-delà de son but, il s'est procuré, vraiment beaucoup d'occasions. Il pouvait pas faire, je pense, grand-chose de mieux parce que Sesco devant, il était pas bien inspiré. Très transparent Honnêtement, encore, hein. très transparent. Alors bon, voilà, Il il rate un début de contre en plus contre saison, Martinez. À un moment donné aussi. Enfin, oui, c'est À un la moment qui peut 20e vraiment minute, faire ouais. basculer le match, hein, ouais. Ouais. ouais, ouais, c'est vrai. Mais c'était un peu malheureusement le seul à surnager au milieu de l'équipe de Manchester United parce que Mason Mount, il est pas franchement, encore au niveau. On le dit semaine après semaine. Il est là, hein, bon, il a le mérite d'exister, j'ai envie de dire. Non, c'est un peu dur, mais heu, voilà, je veux dire, il fait le job, mais sans plus, il apporte rien et il nous manque le Mount de Chelsea, d'il y a quelques années et en plus, voilà, pendant le match, Bruno Fernandes qui avait fait une bonne première mi-temps, qui tenait la baraque au milieu et bah, qui sort sur blessure, sûrement blessé, pour plusieurs semaines et absent pour plusieurs semaines. Bonne première Donc mi-temps, t'es quand même. oui. Bon. Il avait fait une correcte première. Ah, mais Oui, je je sais que tape tu sur l'aimes les pas, doigts de. Non, Bruno mais. Fernandes. Non, parce qu'il avait fait. Non, par rapport à ces derniers matchs où vraiment, là, il avait été très bon, je trouvais qu'il était un cran en dessous. Et bon, la blessure ne l'a pas aidé, évidemment. Mais ça arrive quand même au bon moment, hein, ce pic de forme de Cunha, parce qu'on l'avait notifié avec le départ de Mbeumo à la CAN. Il fallait que quelqu'un reprenne le lead, parce que c'était clairement Mbeumo le leader. Et là, Cunha le fait, à voir si ça suffira pour United. Mais comme on l'a dit, si Sesco et Mount n'élèvent pas leur niveau de jeu, ça sera compliqué, il sera toujours un peu seul. Mais en tout cas, il faut quelqu'un qui prenne le lead dans cette attaque. Et sur ce match-là, Cunha l'a très bien fait, même si ça n'a pas suffi. Ouais, surtout du Ouais coup en et l'absence finalement de Fernandez. Oui. ouais et puis l'absence de Mbeumo aussi, le fait qu'il parce que d'habitude il évolue pardon, en pointe, hein, quand même un peu plus haut, généralement et ben là, on a l'impression qu'il était vraiment à son poste fétiche, qu'il avait beaucoup plus d'impact sur le jeu que quand il est, tout seul en pointe. Donc C'est son poste de finalement ça peut prédilection. aussi c'est son poste de prédilection, oui, bien sûr, mais voilà, quand on voit le rendement qu'il peut avoir, un peu plus bas, on se demande si l'absence de Mbeumo pourrait pas aussi chambouler un peu les cartes, pour les prochains matchs, mais même, voilà, à plus long terme pour Manchester United. Et donc, Valentin, tu me disais Bruno Fernandez, donc blessé, absent pour plusieurs semaines. Ouais, ouais, alors on n'a pas pour l'instant la durée d'indisponibilité encore, mais en tout cas, ça semble quand même être une absence, moyenne longue durée, pas courte. Il va pas manquer qu'un match. Et donc, bah, forcément, hein, on en a parlé il y a quelques épisodes, mais Manchester United qui est quand même par moments dépendant un petit peu du Portugais, qui se repose un peu trop sur, lui et lui seul pour créer du jeu et bah, ça va être compliqué, surtout que la profondeur de banc, au milieu de terrain est pas énorme, que Kobe Mainoo joue très peu. Il y a beaucoup voilà, de rumeurs autour de Kobe Mainoo, qui se plaint, bah, de son temps de jeu qui est ultra faible, qui est annoncé, sur le départ, pour janvier et qui a même été, annoncé, blessé, par Ben Amorim, comme quoi ça serait la raison qui expliquerait pourquoi il n'a pas joué ce week-end. Et si ça se confirme, c'est compliqué parce qu'au milieu, après, vous avez, bah, très peu de créateurs et que des défensifs. Donc, faudrait pas que Manchester United devienne le nouveau Tottenham avec, Ugarte et Casemiro au milieu et plus personne pour créer, devant. Donc, Le parallèle est plutôt bien trouvé au vu de la saison dernière. C'est vrai oui, qu'on oui, regarde mais c'est pas ce qu'on souhaite. quand on regarde là pour Kobe Mainoo, c'est vrai que ce serait quand même dommage. Enfin, moi, je trouve que ce serait dommage de le laisser partir, hein. Il a tellement. C'est un joueur qui a montré tellement belles choses. Là, il a seulement 20 ans. Et sur ses premières saisons, il avait montré vraiment des belles choses. Et là, quand on voit le nombre de clubs qui se positionnent aussi, hein, pour Kobe Mainoo, ça montre quelque chose. Même Chelsea se positionne pour Kobe Mainoo, alors que pourtant, au milieu de terrain, ils ont un nombre assez affolant de possibilités. C'est pas un Mais problème. le club le plus probable, ça semble toujours apparemment le Napoli. Ce qui va nous faire
Parce qu'il y a quand même une filière qui se crée entre Manchester et le Napoli pour relancer des carrières. Ça pourrait lui faire du bien. Après, on sait que enfin, dans les intérêts, il y a aussi justement Tottenham qui se positionnerait sur Kobe Mainoo, mais ça reste à voir. Mais moi, je trouve que c'est dommage parce que, comme on le dit, en plus, si Bruno est blessé, ça me semble être une option et ça pourrait même être plus qu'une option. Enfin voilà, pourquoi pas titulariser les deux, mais visiblement, ça rentre pas dans le logiciel tactique d'Amorim de faire jouer Kobe Mainoo. Donc, je trouve que c'est dommage de se priver d'un tel joueur. Bon, messieurs, Manchester United, donc pas brillant collectivement. On est parvenu en longueur sur Aston Villa parce qu'on en a déjà pas mal parlé lors des derniers épisodes. Je vous invite à les réécouter. Mais Villa toujours aussi époustouflant en revanche. 3e de Première League à 3 points après 17 journées, à 3 points du leader. Après 17 journées, tout fonctionne pour l'instant côté Aston Villa. Après un début de saison pourtant moins réussi, tout fonctionne. Et quand Emiliano Martinez est là, évidemment, c'est encore meilleur. C'est lui qui donne aussi cette bonne dynamique face à Manchester United. C'est ça, on va voir s'il va faire un seul match comme il l'a fait contre Arsenal. Après, les deux prochains matchs, c'est Chelsea et Arsenal. Donc peut-être qu'il va faire les deux matchs là, puis il relaissera Bizot faire Forest et Crystal Palace. Mais c'est vrai que c'est étonnant de le revoir revenir pour un seul match et puis redisparaître. Et puis mais là, voilà, une nouvelle fois, un autre gros match et c'est une nouvelle fois Emiliano Martinez dans les buts. Puis bah, on l'a dit, il gagne son duel face à Sesco à la 20e. C'est important, ça pouvait faire basculer le match dans l'autre sens. On le sait quand un contre un, il est redoutable. Je pense que de votre côté de la frontière, il y a beaucoup de gens qui s'en souviennent. Et il a. Alors ça, Ah, il y a ça c'est la petit. petite Ça qui c'est me fait pas petit. plaisir, là. Tu ne veux pas nous attaquer sur ce terrain-là. Nous, au moins, on était en finale, comparé à d'autres qui Oh n'atteignent là là, ne rarement nous la finale. éparpillons pas là-dessus, hein, parce que là, on va rester toute la nuit. Non, mais sinon, c'est toute l'équipe qui marche. On pourrait même s'étonner de voir un Victor Lindelof bien marcher, alors que bon, son passage à United, je pense pas qu'il a convaincu grand monde. Mais ouais, l'équipe marche bien, surtout le milieu de terrain qui est quand même une sacrée machine qui écrase la concurrence hein, avec Onana, Tillmans, Rodgers, John avec sur le McGinn. banc, avec John McGinn. Enfin voilà, il y a de la ressource, Camara, Buendia. Franchement, c'est impressionnant à quel point ils ont de la ressource dans ce milieu de terrain pour pouvoir alimenter l'attaque et aussi bien défendre parce que bah, ils prennent pas beaucoup de buts et je pense que le milieu de terrain n'y est pas pour rien non plus. Et donc, tu l'as dit, Aston Villa ira 2 fois à Londres en 3 jours. Chelsea et Ouais. Arsenal, ce sont des matchs déjà cruciaux pour Aston Villa parce que, évidemment, gagner ces 2 matchs, ce serait énorme. Alors, 2 matchs en 3 jours comme ceci, il va falloir s'écoltiner le 27 et le 30 décembre. Mais ça promet du très très lourd pour la fin d'année et des affrontements au top du classement, comme on les aime dans cette période de fête, messieurs. Ouais et puis on aura quand même déjà une petite réponse, hein, pour, je trouve pour la suite, parce que s'ils gagnent contre Arsenal et Ah, Chelsea, là pour le titre, ils ont gagné contre Arsenal déjà, hein, donc on l'a déjà quand même en partie notre réponse. Mm. Ce ouais, sera les ouais, mérites. mais Enfin, comptablement en tout cas, là ils sont dans la course et je trouve qu'on leur donne quand même un peu moins de crédit qu'Arsenal, ou Manchester City et à raison, hein, d'ailleurs pour certaines raisons, mais là c'est l'occasion, on le dit souvent, la période des fêtes est souvent, cruciale en première ligue. Est-ce que ça serait pas l'équipe qui ferait le gros coup et qui taperait du poing sur la table et qui nous étonnerait pour viser plus haut? En tout cas, c'est pas à exclure et c'est sûr qu'on aura des beaux matchs. Bon, mais ouais, en plus, ils jouent City. Je viens de regarder parce que je me demandais quand était leur prochain match contre City. Ce sera la dernière journée. oh, ça pourrait nous Oh offrir là un là! final, un feu d'artifice. Ouais, Hugo toujours sur les bons coups dans le calendrier, Monsieur Calendrier. Non, juste noter quand même pour Villa, comment il n'était pas prévu, mais c'est le départ d'Evan Guessant Oui, pour la la Coupe CAN, d'Afrique des Nations parce que il va aller remplacer Sébastien Sébastien alors Haller. Ouais. finalement qui est finalement blessé. Voilà, donc avec la Côte d'Ivoire, Evan Guessant, donc le seul départ d'Aston Villa pour la CAN cet hiver. Messieurs, plutôt que de rappeler les résultats, les autres résultats de la journée, de la 17e journée, étant donné qu'on n'aura pas de preview, puisqu'on se retrouve, comme je vous l'ai dit, lundi prochain pour la suite et pour le débrief preview entre la journée du Boxing Day et la journée du Nouvel An. On va peut-être un petit peu regarder balayer 2-3 affiches de la prochaine journée. Journée 18,
Un seul match pour le Boxing Day, donc qui n'en est pas vraiment un, pardon. Manchester United contre Newcastle, belle affiche. Hein. Belle affiche. Ceci Ils étant. en ont mis qu'un seul, mais ils nous ont régalé. Oh, c'est pas mal, ouais. Le leader Arsenal recevra Brighton, ce sera samedi 27 décembre. Liverpool affrontera la Lanterne Rouge, Wolverhampton. Samedi également, le Chelsea-Aston Villa, donc c'est sans aucun doute l'affiche de la journée. Et puis dimanche, 2 matchs intéressants. On en a parlé du Sunderland-Leeds. Il y aura aussi du coup le Crystal Palace-Tottenham. Franchement, si vous ne savez pas quoi faire entre Noël et Nouvel An, et même si vous savez quoi faire, déprogrammez ce que vous avez et puis mettez-vous devant la télé pour regarder le foot anglais. Là, il n'y a pas d'excuse. Ça, Il y a pas d'excuse. profitez-en, faites-le en famille, enfin voilà, faites quelque chose. Regardez le Invitez match. tout le monde, cousin, tonton, Ah oui. frère, sœur, père, mère. Tout le monde doit être devant la télé. C'est ça, Faut mettre toute la famille à la première ligue et à tempo. Ah, aussi. ouais, tu parles bien. Valentin. Du coup, on a. Eh oui. Notre lutin de Noël, voilà. Fais une promo de dernière minute. Offrez un abonnement Si vous gratuit à regardez la Tempo première à ligue, votre famille. Tempo foot anglais est offert. Voilà. Eh bien, messieurs, on a fait un gros point, on a bien bavardé. Merci en tout cas pour ce débrief de la 17e journée. On se retrouve pour la 18e. Ce sera donc ce week-end, au moment où vous écoutez ce podcast. Qu'est-ce que je dis ce week-end? Cette semaine? Ouais, ce Si, week-end, c'est ça. Si, Et si, puis vendredi, on se samedi, retrouve à dimanche. l'entre-deux journées, lundi 29. Merci à vous, messieurs. Salut, bonne soirée. Salut. Merci. Ciao, ciao.